Ça nous amène à la petite histoire de l'I2P. Vous voyez bien mon écran? Ça va, Oui, c'est Céline? parfait. Oui. Excellent. C'est un projet, en fait, qu'on appelle Grassroots, hein, qui est issu d'une séance d'idéation dans un incubateur d'entrepreneuriat, un accélérateur d'entrepreneuriat des Jardins à Sherbrooke. Alors, on s'est réunis, quelques professeurs en éducation, en gestion, pour discuter un peu de quelle pourrait être une autre formule qui répondrait aux besoins qu'on a pu identifier là, au sein de notre université. Donc, ce qu'on avait identifié au départ, c'est, bon, moi étant à Longueuil, je suis sur un campus satellite dans une tour, en fait, équivalent à une tour à bureau de 15 étages, donc dans lequel des professeurs, des professionnels de toutes les facultés se retrouvent. Mais on n'a pas d'espace commun, en fait, pour partager et se connaître, tout simplement. Et donc, il y avait un grand sentiment d'isolement. On retourne donc en 2017, là, au moment où a eu lieu cette rencontre-là. On avait aussi, je recevais une demande croissante aussi de soutien à l'innovation, là, sachant que j'étais au campus de Longueuil en pédagogie universitaire, on venait souvent cogner à ma boîte courriel ou à ma porte pour me poser des questions. Et il y avait clairement une absence de ressources, puis donc un espace aussi pour échanger là, au sujet des questions d'ordre pédagogique. À l'époque, il n'y avait pas de conseillère ou de conseiller pédagogique à Longueuil non plus. Et on avait aussi comme intention de faire connaître la recherche en pédagogie universitaire, donc créer plus de liens entre la recherche et l'enseignement, donc de manière à pouvoir aussi soutenir différemment de ce que faisait déjà le service de soutien à la formation, donc le SSF chez nous, et ce qui était offert à travers les microprogrammes de troisième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur, donc dans lesquels on parle de formation créditée, dans lesquels les gens suivent une formation à leur rythme, des fois à coût d'un cours par année, des fois deux par session. On n'a pas d'effet cohorte et on n'avait pas la possibilité non plus de pouvoir voir jusqu'à l'expérimentation que les gens pouvaient faire de ce qu'ils apprenaient dans leur pratique. Parce que bien souvent, ils venaient suivre un cours quand ils étaient pas eux-mêmes en train d'enseigner, donc pour une session donnée. Donc, on voulait réfléchir autrement, puis en même temps essayer de donner une continuité à tout ça. Donc, notre mission, en fait, dans l'incubateur, c'était ultimement, donc, on vise à améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants et favoriser aussi leur participation. Notre grand rêve était d'amener les étudiants autour de la table et de les faire co-construire avec nous de nouvelles innovations. Le défi qu'on a en fait à Longueuil en particulier, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants de deuxième, troisième cycle, donc en contexte de formation continue, des gens qui travaillent temps plein dans leur milieu, donc ils sont rarement physiquement à Longueuil, sinon plutôt la fin de semaine ou les soirs de semaine, donc c'était beaucoup plus difficile de les faire participer, contrairement à Sherbrooke où la plupart des programmes ont du premier cycle. On voulait surtout valoriser une culture collaborative autour de l'enseignement, donc et de la recherche pédagogique aussi, mais tout en centrant sur l'expérience apprenante. Donc, amener les gens à penser du point de vue des étudiants, puis à réfléchir aux expériences d'apprentissage donc qu'ils leur proposaient. On voulait aussi offrir une vitrine pour valoriser les innovations pédagogiques et curriculaires et surtout créer des ponts entre l'enseignement et la recherche, entre les disciplines aussi, sachant en fait, nous, on avait la chance de travailler avec des gens de différentes facultés, de différentes universités, différentes disciplines, différents domaines. On voyait des choses, on accompagnait des gens à faire de l'innovation, mais il n'y avait pas ces espaces-là de partage, d'échange, de pratique pour les personnes qui s'intéressaient aux innovations. Donc, l'idée, c'était de favoriser ces ponts-là. Et puis, ben, bien évidemment, comme chercheur, on avait aussi comme intention de contribuer à l'avancement des connaissances en pédagogie universitaire. Alors, pour y arriver, on a fini par avoir un espace physique à Longueuil. Donc, c'est un petit espace qui nous a été alloué et créé pour ça. Donc, c'est un espace qui se veut collaboratif, créatif et surtout interdisciplinaire parce que les activités qu'on y tient sont toujours ouvertes à la communauté UDS. Évidemment, ça fonctionne aussi en mode hybride parce qu'on a beaucoup de gens à distance, donc on a fait preuve de beaucoup de flexibilité dès le début. Puis avec l'arrivée de la pandémie, bien, on est devenu entièrement à distance pour une bonne période de temps, ce qui n'est plus le cas, heureusement. Donc, la vision de l'incubation, c'est en fait, cette vision-là, elle est centrée sur un apprentissage signifiant et durable pour les personnes étudiantes. Ce qu'on souhaite, c'est d'amener les gens à réfléchir aux meilleures conditions, donc qui vont faire en sorte que les étudiants vont faire des apprentissages qui vont perdurer au-delà du cours ou de l'activité qu'ils vont réaliser.
On souhaite favoriser l'adoption d'une posture de praticien-chercheur chez les personnes qui mènent ces innovations. On fait appel aux données de la recherche et aux expériences aussi pratiques, donc tout en accent sur le partage des pratiques entre les disciplines. Donc, amener les gens à se parler, à échanger, à parler donc leurs défis aussi qu'ils ont pu rencontrer, de solutions possibles et de partager en fait les ressources, faire connaître en fait des personnes, certaines expertises aussi pour créer des passerelles là, entre les domaines. Et ultimement, donc, on privilégie à travers cette incubation-là la co-construction avec différents acteurs. Donc, on travaille de manière collaborative. Il n'y a pas que les conseillers pédagogiques, il y a aussi des chercheurs, des étudiants, des professionnels de recherche qui sont autour d'un même projet à amener leurs perspectives et à faire profiter aussi de leurs expériences respectives. Oups, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on y fait comme type d'activité? Alors, principalement, le cœur de nos activités, c'est autour de l'incubation. Jusqu'à maintenant, on a une vingtaine de projets d'incubés qui ont vu le jour et qui sont soit complétés, soit en cours ou sur le point d'être complétés. Ça touche 5 facultés, 14 départements et 2 services. Donc, on a le service des stages et le service des bibliothèques qui ont initié des projets d'innovation curriculaire ou pédagogique. Donc, vous voyez que c'est très, très diversifié. Ça provient de différents domaines. Et pour vous donner peut-être une idée de quelques projets donc d'innovation, on a les projets d'innovation pédagogique donc qui concernent plutôt une activité dans un cours ou alors un cours à l'intérieur d'un programme. Je ne rentrerai pas en détail ici, mais je veux quand même vous parler de quelques-uns. Donc, vous voyez les petites bulles là, les lunes, les quarts de lune, c'est des projets en début de parcours. Ceux qui ont complété, en fait, c'est le cercle complet, puis on a des gens à mi-parcours. Et puis, il y a une dimension numérique là, avec le petit logo que vous voyez là, de l'écran. Donc, plusieurs projets ont cette dimension-là aussi à l'intérieur de leur innovation. Alors, si je prends par exemple l'exemple P12, alors c'est le petit nom affectueux qu'on leur donne. Donc, projet d'innovation, c'est en réadaptation, c'est dans un programme de 3e cycle destiné à des praticiens, en fait, et c'est un cours ici qui est axé sur la dissémination des connaissances. Et c'est un cours qui venait compléter en fait un parcours de formation. Donc l'innovation ici, c'était en fait d'amener les gens du terrain à s'approprier des connaissances au sujet de la dissémination, mais de surtout produire des ressources de dissémination pour leur milieu de pratique en réadaptation. L'autre projet P16, c'est un projet en éducation. La méthode pédagogique est au cœur de ça. Ce projet, c'est la méthode des cas qui est utilisée en fait pour amener les étudiants à s'approprier et à réaliser un plan d'intervention pour des élèves à besoins particuliers dans le milieu scolaire. Et donc, il y a toute une classe virtuelle qui a été créée autour de ça. Et puis, il y a l'analyse de cas. Il y a des cas donc, inspirés de vrais élèves, en fait, et qui sont, en fait, qui constituent cette classe virtuelle et à travers l'analyse, la méthode des cas, les étudiants en enseignement préscolaire et primaire sont appelés donc à s'approprier tout le processus de plan d'intervention, de collaboration avec le milieu, avec la famille. Et donc, ils sont ultimement, on leur apprend à faire, à développer ce plan d'intervention-là tout en mobilisant différentes compétences attendues là, dans le milieu professionnel. Donc, je n'irai pas en détail dans chacun de ces projets-là et on pourra y revenir plus tard, mais c'est pour vous donner une petite idée. Donc, et on a aussi des projets d'innovation curriculaire. Donc, si je prends le P14, je reviendrai plus tard sur le P15 plus en détail. Mais le P14, par exemple, c'est concernant les stages en psychologie où on a développé une démarche réflexive, en fait, à l'intérieur d'un portfolio électronique qui amène les étudiants à travailler à partir des situations vécues en stage pour les repenser, les approfondir et faire des liens donc avec les apprentissages qu'ils ont fait dans les cours plus théoriques et aussi les compétences qui sont visées là, par leur profession future. Donc, c'est une innovation qui touche en fait les différents stages qu'ont à réaliser les étudiants en psychologie, au doctorat en psychologie. Et un tout nouveau projet, en fait, qui est en cours, qui a été initié, celui-là, par les gens des services des bibliothèques. C'est sur les compétences informationnelles. Donc, ce projet-là est venu du besoin, en fait, du constat, en fait, que les étudiants développaient peu les compétences informationnelles et ce qu'ils apprenaient à l'intérieur des cours, notamment en sciences infirmières, n'était pas réinvesti d'une année à l'autre et les étudiants avaient tendance à oublier ce qu'ils avaient déjà appris à ce sujet-là.
Et donc, les bibliothécaires avaient une très bonne compréhension du phénomène auquel elles étaient confrontées quand elles avaient à intervenir auprès des étudiants. Et elles ont initié ce projet avec l'École des sciences infirmières chez nous pour repenser en fait le développement des compétences informationnelles tout au long d'un cursus, donc d'un parcours de formation au bac en sciences infirmières notamment. Donc, ce sont quelques exemples de projets passés ou en cours là, sur lesquels on reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et parmi les autres activités, donc, on a des activités d'idéation, collaboration, c'est-à-dire on tient une communauté de pratique où les gens se réunissent chaque mois, viennent parler aussi de défis qu'ils rencontrent et trouver ensemble des solutions ou des ressources qui peuvent potentiellement les soutenir. On tient aussi des tables rondes qui sont l'occasion pour des incubés de venir parler d'un élément de leur projet en cours de route et à des personnes aussi qui ont une expérience qui peut être profitable pour un ou de nos incubés ou pour la communauté universitaire. Donc, de venir parler de leurs expériences et c'est toujours en lien avec un thème spécifique. On a les ateliers d'idéation également. Donc, l'incubation 360, c'est une façon de vivre en une journée. La démarche d'accompagnement que vous allez voir aujourd'hui, c'est en accéléré et donc ça se veut, c'est très différent de ce qu'on vit dans l'incubation comme tel, mais c'est une façon en fait de voir un peu toutes les étapes. Puis on a aussi des séances d'écriture, donc de style Pomodoro, là, où les gens, les incubés notamment, sont invités à venir travailler en fait, soit des articles ou des communications qu'ils veulent faire en lien avec la publication, la diffusion de leur projet. Puis, on a la salle que vous avez vue de l'incubateur elle-même qui sert d'espace d'apprentissage collaboratif, donc dans lequel peuvent venir faire, les enseignants peuvent venir expérimenter des modalités créatives ou collaboratives avec leurs étudiants. On fait aussi de la recherche, donc il y a deux types de recherche. Pour les incubés, en fait, on fait des portraits de connaissances qu'on appelle, c'est un peu, sont des veilles de scientifiques ou des synthèses d'écrits et de pratiques en lien avec les apprentissages ou les méthodes pédagogiques qui sont au cœur des projets d'innovation. Donc, on fait souvent appel à des assistants de recherche, par exemple, pour faire ces travaux, mais on a aussi les conseillères à la recherche et à l'innovation pédagogique là, dans l'incubateur qui peuvent jouer ce rôle également. Et on a des activités donc de recherche sur les incubés. Je vous parlerai des retombées tout à l'heure. Et les recherches avec eux, ben, c'est toute la démarche de recherche-action en fait qu'ils sont appelés à faire en faisant une demande d'avis éthique, en développant les outils de collecte aussi, tout le travail d'analyse des données, les bilans des résultats, puis la diffusion aussi ultimement dans des congrès ou dans des revues. Donc, ça tourne beaucoup autour de nos projets d'incubés, même si on a différents types d'activités. Ce qui est un peu le point de départ, la bougie d'allumage, c'est toujours en lien avec les projets, la nature des projets ou les méthodes pédagogiques qui sont au cœur des projets d'innovation. Et finalement, on a toutes sortes d'activités de mobilisation, là, dont un colloque I2P qu'on a tenu en 2021 et 2025 et un espace dans le perspective du SSF dans lequel on peut aussi rendre compte de l'avancement de certains projets. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais poursuivre. Je ne vois pas le chat. Alors, Céline, tu me fais signe? Il n'y a pas de questions. On a répondu à quelques questions au fur et à mesure, mais c'était plutôt technique, là. Fait qu'il n'y a pas de questions. Parfait, merci. Donc, j'en arrive à la démarche collaborative pour vous parler en fait de l'innovation, ce que c'est. Alors, l'innovation ici, là, c'est du point de vue de la personne en fait qui innove. Hein. C'est quelque chose qui est nouveau pour elle et pas nécessairement quelque chose qui est inventé de toutes pièces et qui n'a jamais été vu auparavant nécessairement. L'innovation est dite pédagogique parce qu'elle cherche à améliorer substantiellement les apprentissages des étudiants en situation d'interaction ou d'interactivité. Donc, on s'éloigne un peu de la norme là, de l'enseignement magistral, par exemple, et on vise à rehausser la qualité d'apprentissage des étudiants. On a aussi l'innovation donc curriculaire qui touche donc l'ensemble ou une partie importante des activités d'un cursus, d'un programme. Donc, ça peut être plusieurs cours, des stages, des laboratoires, etc. Et les travaux, en fait, de Bédard, entre autres, ont mis en évidence donc, quelques caractéristiques d'un programme innovant. Donc, je les mets ici parce que on a plusieurs projets d'innovation curriculaire et ce sont des éléments qui sont au cœur des discussions avec les incubés, c'est-à-dire comment va se faire la collégialité entre les enseignants et le partage du savoir-faire pédagogique au sein de l'équipe, hein, sans vouloir tout jeter ce qui se faisait avant, à partir de quoi on peut partir. Donc, dans le fond, l'innovation, on veut faire un pas de plus, mais qu'est-ce qu'on a déjà en poche sur lesquels on peut miser? Quelles sont les forces de l'équipe? On vise aussi à réduire à travers ça le cloisonnement disciplinaire, amener les étudiants à faire des liens entre les apprentissages qu'ils font dans différentes activités
Et aussi, quand ils ont des stages, de faire des liens plus explicites. On va amener aussi un enseignement centré sur l'apprentissage des étudiants qui contextualise aussi les apprentissages dans une optique de professionnalisation ou de disciplinarisation, si on veut, mais donc de préparation à l'exercice d'une profession ou d'un métier ou dans un domaine donné. Et on se concentre évidemment sur la question de l'évaluation. Elle revient toujours, même si c'est pas l'élément central dans à peu près tous les projets, c'est nécessairement un point qui va revenir, la question de l'évaluation des apprentissages, pour que ce soit cohérent avec les choix qu'on fait liés à l'innovation. Puis, on est sensible au fait que les apprentissages qui sont faits doivent être réfléchis de manière à permettre un transfert futur. C'est ce qu'on souhaite éventuellement. On ne peut pas le vérifier, mais on essaie de mettre en place toutes les conditions gagnantes pour y arriver. Quand on parle de scholarship ou de SOTL, de SOTL, on réfère en fait au développement d'une expertise sur l'enseignement et l'apprentissage chez une personne enseignante ou l'équipe auprès de l'équipe programme plus spécifiquement. Cette démarche SOTL qu'on a mis en place, en fait, elle s'appuie sur un ensemble de perspectives et de modèles SOTL bien connus dans la littérature et sur les 3 temps d'innovation proposés par Bédard Béchard, qui étaient conception, implantation, évaluation. Cette démarche-là, elle a été donc explicitée dans un chapitre de livre sur le Scholarship of Teaching qui était destiné à des conseillers pédagogiques. Donc, comment on accompagne en fait au SOTL et la raison pour laquelle on a, dans le fond, ex extrait ou ouvert, élargi en fait les 3 temps de l'innovation, c'était pour permettre de mieux voir en fait tout des phases qui nous apparaissaient clés dans le processus de conception, surtout d'évaluation également. Donc, ces 3 temps-là se sont transformés sur la base de ce qu'on sait de la démarche SOTL, donc qui pour nous s'apparente à une démarche de recherche-action surtout. Mais le SOTL n'est pas que ça peut être du self-study, ça peut être une recherche collaborative. Dans le contexte de l'incubateur, ce qu'on y fait, c'est essentiellement de la recherche-action qui se décline en fait en 6 phases itératives. Le point de départ étant généralement l'analyse du contexte. Qu'est-ce qu'on veut, quel est le problème auquel on veut répondre ou la situation qu'on souhaite améliorer. Et puis ultimement, ben, en arriver à expliciter le fameux cœur, là, donc quels sont les apprentissages ciblés par cette innovation que l'on souhaitera ultimement aller évaluer. Donc, la première phase est celle de l'analyse et je reviendrai plus en détail sur l'explicitation de chacune de ces phases tout à l'heure. La deuxième phase est celle de l'appropriation de connaissances théoriques et pratiques. Donc, dans l'analyse, l'analyse nous mène à identifier un peu ce qu'on aimerait faire et souvent les incubés arrivent en disant, ben moi, je veux mettre en place tel dispositif. Et donc, on fait un petit retour en arrière en disant, OK, qu'est-ce qu'on sait du dispositif en question? Est-ce que vous avez un modèle sur lequel vous vous appuyez? Donc là, ça va nous amener à faire de l'appropriation de connaissances, aller voir est-ce qu'il y a des modalités similaires, des innovations similaires qui ont été documentées dans la littérature ou est-ce qu'on connaît des personnes qui ont fait des choses semblables. Donc, amener les gens à aller voir un peu ce qui se fait, ce qui a été fait en termes de recherche également là, au niveau des écrits pour ultimement en arriver à concevoir le fameux dispositif pédagogique ou curriculaire pour en vue de son implantation. Et on voudra aller voir quelle évaluation on en fait. Évaluation au sens d'appréciation, je dirais. On n'essaie pas de déterminer si le dispositif est bon ou pas bon, mais on est plus dans une perspective d'amélioration continue. Donc, mais on regarde en fait quel a été le processus d'innovation et quelles a été les retombées en fait du dispositif sur l'enseignement et l'apprentissage. Puis il y a tout le processus de diffusion qui se fait de manière continue et ouverte, là, pas seulement une fois que le projet a été réalisé en entier puis qu'on a des résultats à présenter, mais dès le début, dès la phase d'idéation, en fait, on est déjà en démarche, on offre des espaces pour permettre aux incubés de venir parler de leur projet avec la communauté. Donc, cette démarche-là, elle a été explicitée donc à l'aide de questions guides pour chacune des phases, donc dans une affiche SOTL là, que vous pourrez retrouver sur notre site web si ça vous intéresse. Donc, ça permet de guider un peu le travail et les personnes peuvent aussi se l'approprier et entreprendre une démarche un peu plus autonome si elles le souhaitent. Quand on parle d'accompagnement, en fait, l'accompagnement ici, pour nous, il repose sur une relation dite égalitaire, en fait. C'est-à-dire que les accompagnants, qui sont souvent les personnes conseillères pédagogiques ou des chercheurs,
qui ont une expertise en pédagogie universitaire notamment, mais ça peut être sur d'autres sujets aussi, ne sont pas placés dans une posture de savant par rapport aux personnes incubées qui sont porteurs d'une innovation. Donc, on a chacun nos expertises et chacun nos forces, et donc on travaille donc conjointement à mettre de l'avant donc ces forces-là pour faire avancer le projet. Et puis cet accompagnement-là vise à développer une posture réflexive puis des compétences professionnelles, évidemment liées à la pédagogie universitaire dans notre cas, mais chez les accompagnants. Donc, nos postures, en fait, s'appuient beaucoup sur les travaux, en fait, de Paul, on a une posture donc de non-savoir, c'est-à-dire qu'on est ouvert aux savoirs qui sont construits avec l'incubé ou avec les personnes qui gravitent autour du projet d'incubation lui-même. Une posture de dialogue aussi, donc qui crée en fait un espace sécuritaire aussi, parce qu'il y a souvent des échanges sur des sujets sensibles qui sont liés à des enjeux que les porteurs de projets rencontrent dans leur milieu directement. Donc, quand ils se retrouvent au sein de l'incubateur, en groupe de travail, ils ont là un espace où c'est possible aussi donc de pouvoir être euh, s'exprimer librement sans que ça et trouver ensemble, essayer de trouver des solutions aux défis qu'ils rencontrent. La posture d'écoute, c'est donc d'être réceptif à l'autre, susciter la réflexion surtout. Donc, on le fait beaucoup en posant des questions, donc en challengeant les participants sur les idées qu'ils amènent, remettre en question nos propres idées aussi. Et une posture émancipatrice dans l'idée de donner du pouvoir à la personne sur son propre développement et sur ce qu'elle fait dans son milieu. Donc, on est dans une posture aussi qui est très fluide, c'est-à-dire qu'on est toujours en ajustement par rapport aux besoins des personnes incubées, donc les porteuses d'innovation, des besoins qui sont souvent un peu flous et changeants en cours de route, parce que c'est un processus de longue haleine, j'y reviendrai bientôt. Donc, on parle de quoi quand on parle d'accompagnement? Pour nous, c'est un ensemble de pratiques bienveillantes, critiques et créatives qui visent à soutenir les incubés dans l'avancement de leur projet d'innovation. Et on focalise sur une cible qui est commune à tous, c'est-à-dire favoriser un apprentissage durable et signifiant chez les étudiants. Donc, ça fait beaucoup d'éléments, mais avec plusieurs personnes autour de la table, ça permet aussi de garder en tête toujours le cœur qui sont en fait les apprentissages ultimement visés pour les étudiants. Je vais passer rapidement sur les conditions d'engagement. Si ça vous intéresse, on y reviendra plus tard. Mais donc, pour être incubé, les personnes porteuses d'innovation s'engagent dans le fond à vivre cette démarche SOTL-là. On sélectionne en fait les projets en fonction donc de la valeur ajoutée que peut avoir le projet pour les étudiants, notamment. Le fait que ça amène une nouvelle pratique dans le milieu, que le projet a un potentiel de durabilité et il est réaliste aussi en fonction des ressources disponibles et du temps qui est imparti. Parfois, les personnes nous arrivent avec des projets en disant ça doit être, je dois l'implanter dans 3 mois. Ben, c'est une démarche qui prend un petit peu plus de temps et si on veut bien le faire, donc c'est pas une contrainte avec laquelle on souhaite travailler. Le projet donc a aussi un potentiel, on le souhaite, de transférabilité à d'autres domaines, à d'autres programmes. Donc, ce sont surtout ces critères-là qui nous servent donc à sélectionner, mais il n'y a pas d'appel à projet comme tel. C'est les gens qui, par bouche à oreille, mais surtout parce qu'ils viennent à des activités de table ronde ou de communauté de pratique, qu'ils ont la chance de voir d'autres projets ou en participant à un atelier d'idéation, par exemple l'incubation 360, ils ont déjà l'occasion de se familiariser avec la démarche. Donc, la démarche ressemble à quoi concrètement? Donc, on a des séances collaboratives qu'on appelle chaque séance est d'une durée d'à peu près 90 minutes. À laquelle sont présentes donc la personne incubée ou son équipe. Des fois, c'est une équipe d'incubés aussi autour d'un projet. Il y a des assistants de recherche parfois, les professionnels de recherche. Il y a parfois, donc, il y a un prof expert en pédagogie universitaire et on a aussi une ou deux personnes conseillères à l'innovation, à la recherche pédagogique autour de la table. Donc, le premier 10 minutes sert en fait, on appelle le temps d'orientation. Donc, la personne incubée fait état de l'avancement de son projet. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière rencontre? C'est quoi son besoin pour aujourd'hui? Donc, vous voyez qu'on est beaucoup, ça prend beaucoup de fluidité parce que même si on avait identifié des pistes ou des actions à réaliser, depuis la dernière séance, parfois ça change au moment où la personne arrive. Donc, on définit ensemble c'est quoi l'objectif de la séance, qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc, le principal
temps est dédié à ce qu'on appelle la phase d'interaction, si on veut. Donc, ça peut être soit du remue-ménage autour de qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait, ça peut être aussi sur l'élaboration d'outils de collecte de données, la co-construction de ressources pédagogiques, par exemple, la validation, la confrontation d'idées. Donc, l'incubé détermine en fait ce qu'il a envie de faire pour faire avancer son projet. Et on termine toujours donc par un petit 5 à 10 minutes de debriefing, en fait, où on demande à l'incubé, en fait, de résumer qu'est-ce qu'il retient de la séance, c'est quoi, dans le fond, les décisions qui ont été prises, si c'est le cas. C'est quoi les prochaines actions à poser? Est-ce qu'il y a des besoins ou des demandes particulières là, à formuler auprès de l'équipe de l'I2P en vue donc de ce qui sera à faire dans les 4 à 6 prochaines semaines avant la prochaine rencontre. Donc, il y a généralement un intervalle de 4 à 6 semaines là, qui on appelle, c'est le temps un peu de réalisation, toutes sortes de choses qui se font. Ça peut être soit une collecte de données au moment de l'analyse du contexte. Ça peut être aussi la collecte des données en lien avec l'implantation. Ça peut être une veille, donc la consultation de personnes du terrain. Ça peut être aussi la conception ou de la validation avec des membres de leur programme, de leur équipe, des étudiants. Donc, il ne se passe pas à l'intérieur, tout ce qui ne se fait pas à l'intérieur de la séance collaborative où on fait émerger des idées, où on valide, on teste, puis on imagine aussi. Donc là, ici, il y a plus un travail de fond là, à cette étape-ci. Et finalement, donc, il y a à peu près 6 à 8 séances collaboratives de 90 minutes par année, par incubé, à intervalle de 4 à 6 semaines entre les séances, là, mais c'est selon vraiment les besoins des incubés. Un projet d'innovation, donc, s'étale sur environ 18 à 36 mois. Donc, sachant que généralement, les rencontres ont lieu de septembre à mai. On a un petit répit là, pendant l'été parce que c'est la saison des colloques, ça devient un peu plus compliqué avec les vacances et tout. Donc, mais il y a du travail qui se fait quand même, mais les séances collaboratives ont lieu généralement de septembre à mai. Et vous voyez ici la matrice, en fait, d'un parcours d'innovation. Alors, ce qu'on voit, à titre de rappel à gauche, ce sont les phases de la démarche Shuttle. Donc, et les S1, S2, S3, S4, ce sont les séances, en fait, collaboratives. Donc, à la séance 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller noter qu'est-ce qui a été discuté, puis c'est en lien avec quelle phase. Donc, comme je le disais tout à l'heure, comme c'est pas linéaire, mais plutôt itératif, souvent dans une séance, on va aborder plusieurs éléments de différentes phases. Donc, c'est pas nécessairement la première phase. Évidemment, l'analyse, on débute par ça, mais des fois, dès la première séance, on va parler de d'autres aspects qui concernent d'autres phases. Mais tout ça est ajusté, donc on essaie de garder des traces. Ça, c'est la vue macro, si on veut, mais on a d'autres outils, des cartes conceptuelles, où là, il y a des notes très détaillées de ce qui est discuté et ce qui est décidé aussi au cours de chacune des séances, en fait. Et on essaie de travailler à rebours, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier dès le départ avec les incubés à quel moment ils souhaitent faire leur implantation. Donc, ça nous permet de savoir quel est le temps qui nous est alloué pour en arriver à regarder la littérature, réfléchir aux meilleurs dispositifs, puis préparer aux besoins les gens qui vont être concernés par l'innovation. Ça peut être des formateurs, par exemple, dans certains cas. Et donc, ça nous permet donc de faire aussi une bonne analyse de la situation pour ne pas passer à côté là, de choses qui seraient importantes. Donc, ça nous permet de travailler à rebours, puis de dire, ben, l'implantation, si elle se fait dans 6 mois, ou dans un an, ou dans un an et demi, ben, voici le calendrier de travail possiblement, et à quel moment on devrait arriver à parler de l'évaluation qui doit être réfléchie avant l'implantation aussi. Alors là, je viens peut-être plus en détail sur, vous m'arrêtez, hein, Céline, s'il y a quelque chose. Donc, je viens plus en détail sur les différentes phases pour vous expliquer un peu et là, ça, c'est le travail qui est fait avec les personnes conseillères pédagogiques. Quand on fait l'accompagnement, en fait, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête? Quand on parle de l'analyse, ben, l'analyse, cette phase-là a pour but d'amener la personne incubée à situer le cœur du projet, le cœur étant les apprentissages à améliorer ou à atteindre par les étudiants. On souhaite à mieux comprendre le contexte aussi, l'activité, si c'est une activité dans un cours, mais ce sont quoi les visées plus globales du cours? Le cours s'inscrit dans quel type de programme? Donc, on essaie d'assurer, ultimement, au niveau de la conception, on va vouloir assurer l'alignement pédagogique ou curriculaire, mais pour ça, il faut faire une bonne analyse là, dès le départ du projet.
Et on veut surtout aussi baliser un peu le chemin pour y arriver, c'est-à-dire arriver à définir clairement les rôles, qui fera quoi dans l'équipe, comment on va fonctionner, puis c'est quoi les enjeux qui peuvent être liés à la gestion ou à la réalisation du projet dans le milieu. Donc, on aborde aussi tous les outils qui vont être utiles à la réalisation, donc à l'accompagnement du projet. Les ressources qui sont utiles, donc évidemment, on a la fiche Subtle avec les questions guides, ce qui est vrai pour toutes les phases. On a parfois un portrait du programme ou les documents de programme ou de plan de cours qui peuvent être utiles à cette phase-là. Les évaluations de cours aussi parfois, ou les observations de l'enseignant ou de l'équipe enseignante qui peuvent être très utiles. Et parmi les activités qui sont réalisées pour cette phase-là, on a bien souvent une collecte de données qui est faite auprès des étudiants ou des enseignants ou de praticiens, tout dépendamment de l'intention là, du projet. Donc, parfois, on a besoin d'aller vérifier des choses sur le terrain. À d'autres moments, on veut questionner les étudiants plus en détail sur certains éléments qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas et ce qui pourrait aussi les intéresser ou les motiver. Des fois, c'est une occasion aussi d'aller chercher des idées auprès des étudiants ou des formateurs. La phase d'appropriation, le but, en fait, c'est d'approfondir leurs connaissances à partir d'écrits puis de pratiques, toujours en lien avec l'innovation qui est souhaitée. Donc, ça va soutenir les discussions tout au long de la démarche d'accompagnement. Puis ça va aussi permettre de renseigner la pratique puis de pouvoir l'appuyer sur un cadre de référence qui est explicite. Alors, quand on nous dit des fois, ben, moi, je fais l'approche par projet, bon, là, on les questionne, mais souvent, ils sont pas très au fait qu'il existe différentes approches et donc, on les amène un peu à regarder ce qui correspond plus à leur vision, à leur philosophie et à expliciter cette approche-là sur quel modèle ils s'appuient ou quelles adaptations ils ont fait de quel modèle. Les ressources, donc on fait, il y a toute la démarche de recherche documentaire, donc on a une espèce de gabarit sur comment mener une recherche documentaire qui est utile pour les assistants de recherche, hein, qui sont de passage des fois pas très longtemps dans l'incubateur. Donc on les soutient de cette manière-là et donc on procède un peu toujours de la même façon dans la manière de questionner la littérature, d'aller chercher aussi des pratiques existantes. Et ultimement, donc, comment on réalise une veille ou une synthèse des connaissances. Donc, on a aussi certains gabarits qui amènent à structurer le travail. Donc, les activités, c'est la recension, le portrait qu'on appelle un portrait des connaissances. On fait état des lieux de ce qu'on a appris en allant voir les écrits, la pratique. Puis, ultimement, ben, ce sera d'intégrer tout ça là, dans les phases ultérieures de conception puis d'évaluation de l'innovation. Comment ça va éclairer, en fait, le dispositif. Qu'est-ce qu'on a appris de ces écrits ou de ces expériences-là dont on veut tenir compte, et puis comment on va s'en servir au niveau de l'évaluation, de l'innovation, c'est-à-dire. La phase de conception, ben, c'est essentiellement là, toute la scénarisation pédagogique. Dans le fond, là, ce qu'on souhaite amener les incubés à faire, c'est d'expliciter en fait le scénario du point de vue de l'apprenant. Donc, l'étudiant, quand il va vivre cette innovation-là, ça commence où, ça finit quand? Est-ce que vous pouvez leur montrer sous forme d'illustration, c'est quoi le parcours qu'ils vont faire, qu'ils voient les grandes lignes, même si c'est pas très détaillé, mais qu'est-ce qui les attend de manière donc à les préparer aussi, à favoriser, faciliter parfois leur adhésion à quelque chose de nouveau qu'ils ne connaîtraient pas, auquel ils ne seraient pas habitués. Puis, ultimement, donc, c'est aussi des amener à concevoir le fameux dispositif, donc développer toutes les ressources là, nécessaires à l'innovation. Non, mais toujours en ayant en tête qu'on souhaite que l'apprentissage soit signifiant et durable pour les étudiants. On est toujours aligné avec le cœur, donc le cœur est toujours central dans nos réflexions. Et puis, toujours renseigné par les écrits, la pratique. Donc, on a un gabarit de ligne du temps qui amène justement les incubés à essayer d'expliciter ce scénario-là du point de vue des étudiants. Et évidemment, toutes les personnes concernées par l'innovation sont sollicitées à ce moment-ci. Donc, on va aller chercher parfois des étudiants qui ont vécu le cours dans une forme antérieure, qui vont venir donner un peu leur point de vue. On va avoir aussi des personnes, d'autres formateurs qui peuvent être invités. Donc, à venir un peu donner leur point de vue, soit leurs idées au départ, soit commenter une proposition de dispositif qui serait en cours de construction. Donc, remis-ménage, co-scénarisation, ce sont les types d'activités là, qu'on réalise dans cette phase-là. Au niveau de l'implantation, ben, c'est essentiellement de mettre en œuvre la pratique innovante, mais en s'assurant d'identifier au préalable les conditions de réussite. Est-ce qu'il y a des enjeux qu'on anticipe, des défis?
Est-ce qu'on peut prévoir des moyens pour relever ces défis-là, même s'il va toujours en survenir qu'on on n'aura pas pu contrôler? Bien, on a une discussion autour de ces aspects-là. On leur propose aussi certaines grilles d'observation, de tenir un journal de bord. Si l'innovation est étalée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou plusieurs années, ben, ça prend un peu un suivi pour qu'ils notent en cours de route les défis qu'ils rencontrent, qui fonctionnent bien et quelles seraient les solutions envisagées ou expérimentées. Les activités à faire, il y a toute la préparation des acteurs aux besoins, leur expliciter c'est quoi les bénéfices de cette innovation-là, quelles attentes on a envers eux, quels sont les rôles aussi des différentes parties prenantes qui sont impliquées dans l'innovation au moment de l'implantation. Il y a le fait de piloter, réguler l'expérience en cours de route, puis un retour aussi sur les apprentissages et l'expérience avec les étudiants, qu'on encourage fortement à faire là, au terme de l'implantation. Évidemment, il y a toute la question de l'évaluation, qui a pour but de documenter les retombées de l'innovation sur l'apprentissage et l'enseignement. Donc, on se sert évidemment des cadres théoriques et méthodologiques qu'on a explicités, qu'on va expliciter dans cette phase-là, là, avant de faire même l'évaluation. Donc, c'est-à-dire, est-ce que les apprentissages ciblés ont réellement été atteints? Quelles preuves on a de ça? Est-ce qu'on va aller colléger les perceptions des parties prenantes? Est-ce que le dispositif était clair, bien structuré, flexible? Est-ce qu'ils l'ont trouvé pertinent? Donc, ça se fait souvent à l'aide d'un questionnaire. Puis on les questionne aussi sur leur expérience, en quoi elle était motivante, formatrice, voire transformatrice. Donc là, ça dépend vraiment de la nature des projets. Ça se fait soit par questionnaire, question ouverte, question fermée, soit par entretien individuel ou de groupe. Donc, les ressources, on a un tableau synthèse de différents outils de collecte de données qui sont utilisés pour colléger des données sur la perception que les apprenants ont du dispositif lui-même. D'autres qui touchent plus rendre compte des apprentissages, donc la perception des apprentissages réalisés, voire des outils d'évaluation qui sont bien alignés avec les apprentissages justement qui sont ciblés, qui devraient en soi servir de preuve assez évidente sur l'atteinte ou non des cibles d'apprentissage. On a aussi donc des exemples de demandes d'avis éthiques, puis il y a des assistants de recherche qui peuvent aider aussi à préparer cette méthodologie. Donc, les activités, planification des modalités de collecte et d'analyse, la demande d'avis éthique au comité d'éthique, la collecte et l'analyse des données, la présentation des résultats en groupe de travail, mais ultimement, ce sera à l'externe. Donc là, on est à l'interne. Puis le bilan du projet. On amène ultimement les assistants de recherche ou les incubés à faire un petit bilan du projet, expliciter un petit peu. C'est aussi le début d'un article, bien souvent, ou d'une communication qu'ils vont faire à l'externe là, lorsqu'ils ont des résultats plus spécifiques. Donc, la diffusion, comme je le disais, c'est en continu, de l'idéation aux retombées auprès des différentes personnes qui sont concernées par l'innovation, mais aussi ça se fait à l'externe. On a pour y arriver donc un gabarit d'articles de type Sotol aussi, des listes de revues de disciplinaires qui sont pertinentes. De même qu'une sélection d'articles Sotol qui peuvent s'apparenter à ce que la personne a fait aussi ou dans son domaine, sa discipline. On a les ateliers écrits 2P, donc qui sont de type Pomodoro, dans lesquels les incubés viennent passer du temps pour écrire, poser leurs questions. Puis on a le gabarit d'affiches aussi de présentation d'un projet d'innovation là, qui peuvent leur être utiles. Donc on a différentes activités, outre la communauté de pratique, les tables rondes, les congrès, les publications d'un article dans une revue ou d'un billet dans la revue Perspective SSF. Ce sont tous des espaces dans lesquels les personnes incubées peuvent venir à différents moments de leur projet, venir en parler ou faire connaître leur projet et recevoir un peu de la rétroaction. Alors ça, c'est juste un exemple pour une période de 18 mois d'un projet qui portait sur le développement de la compétence numérique des personnes formatrices et étudiantes en conseillance pédagogique, donc un projet de Nancy Granger en gestion de l'éducation de la formation. Un projet qui a été étalé donc sur 18 mois, mais vous voyez donc les dates de rencontre et l'implantation s'est fait vous le voyez au centre, implantation en mauve, donc soutien et suivi des pratiques. Donc ça s'est fait en fait au mois d'août et à la session d'automne.
Donc, en amont, vous voyez un peu, là, je ne vais pas vous lire le détail, mais ça vous donne une idée qu'on est parti de façon assez traditionnelle, là. Beaucoup avec l'analyse au départ. On a fait l'appropriation de connaissances, on a commencé à réfléchir à comment ça va se faire, la formation des étudiants et des formateurs au développement de la compétence numérique. Puis on a passé beaucoup de temps sur la conception des questionnaires pour ultimement donc faire vivre le dispositif et en bout de ligne, là, faire le travail d'évaluation et de diffusion. Ça, c'est un projet. Et dans un autre cas où là, on regardait plus les savoirs expérientiels pour développer le savoir-être des étudiants. Donc, c'est le témoignage, en fait, qui était la modalité euh, utilisée dans ce cours-ci, qui est en fait une amorce à la réflexion. Et dans ce contexte-là, le projet, là, ici, on était comme à la deuxième année. Il y a eu un temps d'arrêt pour un congé de maternité. Puis, en raison de la COVID, le dispositif a dû être complètement changé, celui qui avait été réfléchi la première année. Donc, au retour, pour un an, deux, on est reparti, en fait, d'une analyse des différentes phases qu'on avait déjà fait pour faire des adaptations en fonction de la nouvelle réalité, du nouveau contexte de formation. Et il y a eu une nouvelle implantation donc du 21 octobre au 2 décembre. Donc on a laissé vivre l'expérimentation, puis ultimement il y a eu la collecte de données sur cette deuxième expérimentation, mais qui était en fait la nouvelle formule là, du dispositif qui avait été réfléchi. Donc Marie-Lou, si tu le oui, permets, je vois qu'il y a une question dans le oui, vas-y. clavardage. Donc, c'est Madame Claire Balini qui pose deux questions, en fait. Comment les étudiants peuvent être intégrés dans le processus, puis participent-ils aux ateliers de remue-ménage ou autres? Donc, je te Oui, laisse voir si tu réponds maintenant ou plus tard, là. oui. Ben, c'est une bonne question. En fait, on aurait souhaité que les étudiants soient beaucoup plus présents, donc on a trouvé des solutions alternatives pour les impliquer. D'abord, dans la phase d'analyse, souvent, ils vont être questionnés. Les étudiants, des étudiants qui ont déjà vécu le cours ou le programme, par exemple, qui est existant puis pour lequel on amène une refonte. Sinon, on va aller chercher des étudiants, parfois de maîtrise ou de doctorat, qui vont venir contribuer de par leurs idées parce qu'ils ont une expérience aussi du programme. On va aller les chercher à ce moment-là. Ils viennent rarement dans les séances collaboratives. C'est plutôt des activités qui sont organisées par le porteur de l'innovation, l'incubé, entre les séances collaboratives. Donc, ils retournent dans leur milieu, puis ils organisent un focus group ou une séance d'idéation avec quelques étudiants qui sont invités à participer, soit pour réfléchir à un dispositif, soit pour faire part de leur expérience, puis de mettre sur la table quelques idées. Donc, c'est surtout au moment donc, de l'analyse et de la conception du dispositif que des étudiants potentiellement concernés ou qui auraient pu l'être dans le passé par le dispositif qui sont invités à prendre part au processus. Est-ce que ça répond à la question? Elle La dit réponse était... merci. Ah, bon. Je l'ai dit, la réponse était très claire, en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non. Ce qu'il y avait d'autre dans le clavardage, c'est des gens qui ont dû quitter parce qu'il y avait d'autres obligations qui sont vraiment désolés, qui vont écouter le reste de l'enregistrement. Mais pas d'autres questions Et pour le moment. alors, je peux continuer? Oui. D'accord. Je vous ai dit, cette partie-là est un petit peu plus longue, là. Je regarde l'heure. Oui, effectivement. Alors, je vais passer rapidement, mais vous pourrez voir sur notre site, en fait, voici l'exemple du témoignage, justement, qui est utilisé pour une amorce à la réflexion. Donc, ça, c'est la fiche SOTL qui a été complétée pour ce projet-là. Même chose pour un autre projet d'innovation curriculaire qui concerne les stages coopératifs chez nous à Sherbrooke. Donc, ce sont des projets qui ont fait un tour de roue complet. Donc, vous pouvez voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui a été fait. Puis d'autres exemples de projets que vous pourrez trouver en fait sur notre site web, donc qui sont liés dans certains cas. Il y a une affiche pour chacun de ces projets qui avait été présentée au colloque 2021 ou 2025. Et pour l'édition 2021, on avait aussi fait des balados où les incubés parlent de leur expérience d'incubation. Donc des petites balados de 3 minutes. Là. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller faire un tour. Donc voilà, j'arrive à la période de discussion. Des réactions, questions sur la démarche Soto, peut-être dans un premier temps, s'il y a je vais je vais reprendre mes questions peut-être dans le chat, ça va être plus simple, je peux mieux vous voir. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement lever la main, ouvrir votre micro ou les poser dans le clavardage. Sinon, moi, je peux briser la glace. Donc, Oui,
Ah, bon, il y a des questions dans le clavardage. Je briserai la glace après. Donc, est-ce qu'il y a des exemples de journal de bord qui peuvent être utilisés? C'est Andréane qui nous pose cette question-là. Oui, non, en fait, là, ça fait partie du matériel pédagogique qui est développé à l'intérieur d'un projet d'innovation. Donc, c'est pas quelque chose qu'on rend public, à moins que OK. l'incubé décide, en fait, de le rendre public. Donc, ils ont effectivement développé tout un guide d'accompagnement. Par exemple, je pense au projet là, j'imagine, en psycho, là, auquel vous faites référence, là. Donc, il y a tout un guide d'accompagnement pour les superviseurs de stage et pour les étudiants sur la manière, en fait, ben, tout le modèle, en fait, de pratique Ouais. réflexive sur lequel s'appuie là, cet accompagnement-là. Mais tu sais, on peut toujours vous mettre en contact avec l'incubé s'il est prêt à partager, en fait, ces ressources-là. Là. Il y a peut-être des éléments qui sont effectivement là, partageables là, à l'externe. Excellent. Ben justement, il y a Claire qui nous demande le lien entre la démarche Suttle et la démarche réflexive. Mhm. En fait, la démarche réflexive, elle est plutôt, on est beaucoup plus à travers le questionnement qu'on amène la personne à réfléchir à ses pratiques. Donc, c'est plutôt dans la façon de travailler, dans les séances collaboratives, en fait, dans les questions qu'on pose à la personne et le temps, surtout que ces séances-là, en fait, ce que les incubés apprécient le plus, c'est le fait que ça leur permet un temps de recul et que c'est là où justement où ils ont le temps de réfléchir et ils se sentent moins poussés dans le dos de devoir arriver à un résultat d'un dispositif à implanter avec des résultats là, concernant ce que ça donne. Donc, c'est ce temps-là, c'est à travers les questions qu'on leur pose, qu'on les amène dans cette démarche réflexive-là. Donc, c'est plus le moyen qu'on utilise, la réflexion, en les poussant par des questions. Mais je veux dire, il n'y a pas d'obligation qu'ils rendent compte de leur processus de réflexion. Ils le font beaucoup, ils sont beaucoup questionnés en cours de route. Puis c'est ce qui les amène aussi à développer une certaine confiance là, dans les décisions qu'ils prennent. Excellent, merci. Euh, ben merci pour votre première portion de présentation. C'est assez impressionnant, je trouve, la façon dont vous êtes organisé. Puis c'est vraiment super clair aussi. Là. Il y a quelqu'un qui le disait dans le clavardage avant de quitter. Là, Jannick disait qu'elle appréciait beaucoup la représentation visuelle de la démarche. Là. J'abonde dans le même sens qu'elle. Moi, je suis conseillère pédagogique à l'UQTR, puis c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. J'aimerais ça accompagner des professeurs chargés de cours qui souhaitent entreprendre une démarche subtle, sauf que ce que je constate quand même à vous écouter, c'est qu'il y a toute une équipe là, derrière le I2P, là, au fond. Là. C'est pas juste un ou deux conseillers pédagogiques là, qui ont décidé du jour au lendemain de partir des beaux projets comme ça dans leur établissement. Donc, est-ce que c'est faisable, ce genre de projet-là, ou des démarches subtle quand il n'y a pas une aussi grosse machine que I2P derrière? Oui, la machine a l'air grosse, mais elle n'est pas tant que ça, en fait. C'est toujours la réalité de nos réalités, en fait. En fait, on a l'équivalent d'une personne conseillère pédagogique à temps plein dans l'incubateur, mais c'est OK. réparti souvent en deux personnes, qui dédient leur temps à l'incubateur et au SCCF. Il y il y a moi, ou d'autres professeurs, là, mais généralement, c'est plus moi qui agis de façon comme plus permanente, qui est présente à toutes les séances collaboratives. Le travail entre les séances se fait beaucoup avec les conseillers pédagogiques. Là. Parfois, il y a des allers-retours qui doivent se faire. Mais autour de la table, au moment des séances collaboratives, on a généralement, c'est ça, une conseillère. Il y a l'incubé avec généralement d'autres personnes de son projet. Des fois, ils amènent des étudiants, des assistants de recherche. On a parfois nos assistants de recherche et il y a moi qui est là. Donc, minimalement, on est quatre personnes, mais généralement, il y a des projets dans lesquels on est huit autour de la table. Donc, c'est vraiment très, très variable. Je dirais que la formule qu'on a trouvée, c'était de, de limiter le nombre de projets qu'on peut accompagner, évidemment, dans une année. Là. Donc, on en fait 7 à 8 par année maximum, parce qu'on s'entend que c'est 1 heure et demie par mois à peu près de rencontres, 6 à 8 fois par année, là, par incubé. Donc, ça occupe beaucoup de temps parce qu'il y a le travail entre les deux à faire pour les conseillers pédagogiques. Donc, c'est sûr que je dirais que là, ce qui nous aide, c'est le fait qu'on ait effectivement développé une forme de méthodologie de travail puis, mais en même temps, les personnes gravitent, ça a changé beaucoup au fil des années pour des départs, des congés. Alors, on est toujours aussi à. Mais le fait d'avoir explicité les outils, les modalités de fonctionnement, ça aide beaucoup. Euh,
Mais bon, on n'a pas beaucoup de ressources comme telles. C'est beaucoup, tu sais, moi, j'ai un dégagement, une partie de ma tâche pour consacrer à l'I2P. Puis comme je disais, c'est une personne. On a un budget pour une conseillère à mi-temps, qui est la conseillère à la recherche spécifiquement. Donc, elle a le plus OK. un rôle d'accompagnement là, pour les aspects liés à l'évaluation, notamment. Puis elle va aider aussi, surtout beaucoup dans la phase d'appropriation. Donc, elle peut aider au niveau de la recension des écrits, par exemple. Ou alors, elle peut superviser parfois des assistants de recherche au niveau de la supervision de la collecte des données, là, de la collecte des écrits, c'est-à-dire. Donc, là aussi, tu sais, 2 jours semaine à peu près, là, c'est pas énorme. Donc, on essaie de jouer beaucoup avec les expertises de chacun, les forces aussi de chacun dans l'équipe, là, pour mettre à contribution le plus possible, là. C'est tout. Parfait, merci. On avait une autre question dans le clavardage qui est une question super intéressante aussi. Est-ce qu'il arrive que l'évaluation oblige à revoir les phases précédentes comme la conception? Ben, tout à fait. En fait, c'est le nerf de la guerre. Puis souvent, c'est le dernier aspect auquel ils veulent penser. Puis malgré les efforts des CP de relancer cette question-là dès le départ, ben, souvent, ils en font fi, mais ils arrivent toujours à être confrontés. En fait, ce que ça amène à faire, c'est de revoir leur pratique évaluative. C'est surtout ça, le dispositif en soi. Ils l'ont choisi parce que c'est la meilleure façon qu'ils voient pour faire en sorte que les étudiants réalisent les apprentissages. Mais donc, quand on leur pose la question, mais comment on va savoir qu'on les a atteints, ces apprentissages-là? Ben là, ils en reviennent un peu naturellement à dire, ouais, ben, ça va dépendre de la manière de les évaluer. Alors, regardons comment vous faites. Puis, ben, est-ce que c'est la meilleure façon de procéder? C'est que, alors, dans le cas, c'est assez rare, là, mais tu sais, où il y aurait, je sais pas moi, les questions à choix multiples seraient le test, là, l'examen traditionnel serait la modalité privilégiée ou obligé en quelque sorte dans le programme, par exemple, ben là, on questionne énormément, puis on voit à trouver d'autres alternatives qui vont permettre vraiment aux étudiants de revenir sur les apprentissages, de se questionner, puis à eux-mêmes de pouvoir trouver des preuves qu'ils ont effectivement atteint les apprentissages réalisés, là. OK. Excellent, merci. Je propose que qu'on poursuive puisqu'il est déjà 12h38. Exact. Puis après ça, on pourra se garder un petit temps pour les questions là, à la fin, là, s'il nous reste d'autres questions. Parfait, je relance tout ça. Oups. Voilà, c'est bon, vous voyez tout. Oui, parfait. Oups. Ça me va avec mes. OK. Donc, la recherche qu'on mène sur les personnes incubées, en fait, vise à comprendre le processus et les retombées de cette démarche collaborative Subtle sur les acteurs et leur milieu. Donc, on a 3 objectifs, là, décrire leur parcours d'innovation, mais vous avez vu les 2 exemples là, avec la matrice tout à l'heure, un peu à quoi ça ressemble. On essaie de faire un travail d'analyse transversale, qu'est-ce qu'on dégage de tout ça, grosso modo. En fait, il n'y a pas 2 parcours similaires, mais je reviendrai sur les défis qu'on observe en fait plus tard. Les 2 autres objectifs sur lesquels je vais me centrer ici, donc c'est les retombées sur les acteurs, puis les caractéristiques, conditions et freins. Donc rapidement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une collecte pré au temps zéro, avant qu'il commence l'incubation. On fait une entrevue semi-dirigée, on regarde la proposition de projet, on essaie d'établir la ligne du temps. Puis, on les questionne sur qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans l'incubateur et tout. Et au terme de chacune des années de l'incubation, en fait, il y a un autre entretien semi-dirigé qui est réalisé. On les questionne sur leur expérience de la dernière année, ce qu'ils ont appris, les défis qu'ils ont rencontrés, etc. Puis, donc, on fait ça jusqu'à la fin. Puis, quand le projet est complètement terminé, là, il y a comme un entretien post, après 6 mois après la fin du projet, pour voir en fait qu'est-ce que ça a donné. Et c'est là qu'on voit s'il y a des répercussions là, dans le milieu, là, au-delà de ce qui s'est fait là, dans leur cours ou dans leur programme. Donc, la recherche dont je vous parle ici, là, c'était mené auprès de, pour le moment, on a analysé les données qui concernent 12 des personnes incubées, donc 10 femmes, 2 hommes. 5 sont porteuses d'un projet d'innovation pédagogique et 7 curriculaires. C'est des projets qui sont complétés ou en cours depuis au moins une année. Ils proviennent de divers domaines. 4 d'entre elles occupent leur poste depuis moins de 5 ans. 4 ont une tâche vouée exclusivement à l'enseignement ou à l'accompagnement et 8 sont responsables de programme. Donc, vous voyez que c'est assez diversifié. On a fait des entretiens individuels, donc pré-mi-poste. Dans certains cas, il y a des postes, d'autres pas encore. On a tenu aussi un groupe de discussion et donc les analyses sont faites là, suivant une démarche d'analyse de thématiques réflexives. Donc, je ne rentrerai pas en détail ici. Alors, qui s'engage? Donc, ce sont des personnes essentiellement professeurs, chargés de cours et des professionnels aussi qui ont un rôle de coordination
parfois de programmes, là, comme au service des stages ou au service des bibliothèques. Alors, pourquoi ils s'engagent? C'est qu'ils ont une volonté d'être accompagnés. Ils se sentent souvent seuls aussi dans leur milieu. Ils veulent avoir accès à des experts en pédagogie parce qu'ils ont découvert que ça existait. Ils veulent être nourris par des articles de référence, des bonnes pratiques. Ils ont un intérêt à innover parce que soit ça fait partie de leur culture départementale, on le voit beaucoup en santé notamment, où on encourage beaucoup l'innovation, par exemple. Ils veulent donner des assises pédagogiques solides à leur projet et certains ont un intérêt pour diffuser les résultats donc du dispositif ou de l'approche. Donc, les attentes, c'est d'être soutenus pour se sentir moins seuls, discuter, générer de nouvelles idées. Ils veulent aussi confronter des idées. C'est quelque chose qu'ils arrivent avec ça, c'est très clair pour eux. Ils veulent obtenir de la rétroaction puis donner de la crédibilité à leur projet en vue de publier. Qu'est-ce que pensent donc les personnes incubées? De la démarche elle-même. Donc, pour eux, c'est un processus de recherche familier. Même si on fait de la recherche-action, le processus lui-même s'apparente pour eux à tout ce qui est de la recherche scientifique, peu importe le domaine. Donc, ils se reconnaissent bien dans le fait de bien identifier le problème, c'est quoi le besoin. Donc, toute cette analyse, le travail d'analyse est familier pour eux et ils réussissent assez bien à le faire. Pour eux, donc, ça fait du sens, c'est logique et tout à fait cohérent. C'est structurant aussi parce que ça balise le chemin. On sait un peu vers où on s'en va, pourquoi il faut parler de tel aspect ou tel autre, puis comment tout ça va se mettre ensemble. La démarche, il la trouve malgré tout flexible et comme elle est itérative, bien, ça permet justement de faire des ajustements en cours de route et de revenir parfois en arrière, mais sans avoir l'impression de reculer complètement. Ça nous fait quand même avancer. La démarche, elle est motivante parce qu'elle concrétise l'avancement du projet, du fait, entre autres, aussi qu'on a beaucoup de notes là, qui permettent de voir aussi cet avancement-là. Et ça rend donc les personnes conscientes du processus et de leur avancement. Ce qu'elles pensent de l'accompagnement collaboratif. Pour eux, c'est quelque chose qui est très stimulant. Ça permet de valider les choix qu'ils font. Ça augmente aussi la confiance qu'ils ont en leurs décisions. Ça permet de générer de nouvelles idées. Donc, et même si certains sont très créatifs, ils sont limités à eux-mêmes. Donc, avec plusieurs têtes autour de la table, ça amène souvent plus d'idées. Donc, après, c'est à eux de faire le choix, mais ça leur permet aussi de confronter leurs idées, d'être challengés. Et pour les personnes incubées, en fait, d'autres retombées qu'ils ont relevées, en fait, c'est d'avoir acquis un vocabulaire pédagogique. Donc, de pouvoir mettre des mots sur des pratiques parfois intuitives, parfois inconnues aussi. D'augmenter leur sentiment d'appartenance aussi à une communauté enseignante ou à des gens qui ont un intérêt pour l'enseignement, la pédagogie, d'accroître leur sentiment de confiance et de légitimité, surtout face à l'enseignement, donc et à leurs collègues. Dans certains cas aussi, quand ils nous arrivent, ils nous disent oui, mais moi, je ne connais pas la pédagogie, je ne me sens pas légitime de faire ça. Donc, le fait d'être entouré, encadré, ça leur permet aussi de mieux, de gagner en confiance, puis d'être en mesure de défendre aussi leurs idées. Plusieurs ont rapporté avoir pu développer des compétences liées à la planification pédagogique, la gestion de projet, parce que c'est pas si simple finalement comme devenir un projet d'innovation, surtout lorsqu'il est curriculaire. Ils ont développé des compétences de collaboration parfois interprofessionnelles parce qu'ils ont eu à être confrontés ou à interagir avec d'autres professions, d'autres domaines. Ils ont pu apprendre à faire de la recherche pédagogique, puis certains ont développé aussi un leadership dans leur milieu qui les a amenés à entreprendre d'autres fonctions aussi à plus haut niveau. Donc, ça permet aussi de générer pour eux donc, et de valider les idées nouvelles. Et surtout, ça facilite la remise en question et la justification de leur choix là, auprès de leur milieu. Et dans certains cas, ça les encourage à mettre en œuvre d'autres innovations, le fameux ripple effect qu'on appelle. Donc, ça crée en fait un effet d'entraînement. Donc, une fois qu'ils ont terminé, ils ont envie de rester. C'est parfois difficile même de leur dire, c'est terminé, on a fait le tour, la boucle, elle est complète, même si, et oui, vous êtes en processus d'amélioration continue, vous pouvez continuer avec la même logique. Et certains, donc, le font systématiquement, ils reprennent un peu la même logique et ils poursuivent. Mais ils ne sont pas toujours prêts à sortir de l'incubateur pour autant. Et enfin, donc, les défis, conditions et les clés de l'accompagnement qu'on a pu relever. Donc, les principaux défis, en fait, c'est d'expliciter le cœur. Donc, quels sont les apprentissages ciblés ou à améliorer? C'est vraiment pas simple à faire. Donc, vous irez lire les affiches sur notre site Internet. Donc, on essaie de mettre en évidence les cœurs. On les a retravaillés à maintes reprises. On a beau dire, on commence avec un verbe du point de vue de l'apprenant. C'est très, très difficile d'arriver à faire expliciter
quelles sont les cibles d'apprentissage. Donc ça, on y travaille très, très fort. C'est difficile aussi de tracer le scénario d'apprentissage du point de vue de l'apprenant. C'est quelque chose qui, pourtant, et moi je le fais depuis toujours dans les cours que je donne au microprogramme en pédagogie de l'enseignement supérieur, illustrer en fait le parcours, ce que feront les étudiants, les grandes lignes d'eux. Et c'est toujours très difficile à faire, ça m'étonne toujours. Et donc, ce l'est aussi. Alors, on se lève debout, on prend les tableaux, on dessine, on leur présente comment nous, on voit ça. Ah, là, ils viennent compléter. Là, ça enclenche un processus. Mais d'eux-mêmes, c'est quelque chose qu'ils arrivent difficilement à faire. Et quand ils le font, c'est centré sur leur perspective à eux d'enseignants. Donc, on amène, je pense, ce point de vue-là, cette perspective apprenante qu'ils arrivent plus difficilement à prendre par eux-mêmes, seuls. Distinguer l'évaluation des apprentissages de l'évaluation du dispositif. Donc là, encore une fois, bon, oui, ça touche l'évaluation des apprentissages nécessairement, mais quand on parle d'évaluation du dispositif, parfois, ils vont vouloir questionner beaucoup sur la perception que les étudiants ont du dispositif, leur appréciation, mais ils oublient les sites d'apprentissage. Là, on les ramène à ça. Donc, OK, comment on va savoir qu'on a atteint les apprentissages? C'est ça le cœur, la raison d'être de l'innovation. Et pour certains, bien, la gestion du changement là, est vraiment un défi important, là, surtout pour les porteurs d'innovation curriculaire là, qui font face, dans le fond, à tout ce qu'on peut rencontrer de résistance dans leur milieu. Là, quand on soumet un projet à une équipe, par exemple, est-ce que les gens vont adhérer, de quelle manière, comment on va les engager? Donc, toutes ces questions-là relèvent de sous la couverture là, quand on les accompagne. Les conditions favorables à l'incubation, ça prend un engagement volontaire. Il n'y a personne qui se fait tordre un bras pour s'engager. C'est l'accompagnement continu aussi tout au long du processus. Donc, on ne les lâche pas. Donc, parfois, entre les séances collaboratives, il ne s'est pas passé grand-chose, mais le fait de se revoir, de consacrer 1 heure et demie à réfléchir, discuter du projet, parfois, on fait des pas de géant dans ces 90 minutes-là. Donc, c'est aussi d'amener les personnes conseillères pédagogiques à ne pas être dans une perspective de il faut livrer. Alors, parfois, dans leur posture autre, à l'extérieur de l'incubateur, certaines ont été amenées à être dans cette logique-là. Ça prend des livrables, ça prend des rendus. On n'est pas là. On n'a pas de contrainte de temps comme telle, sinon que c'est la date de l'implantation. Donc, on ne soumet pas les incubés à un calendrier de travail. On se plie à leur réalité. Ils ont aussi un choix des rendus. Donc, quelle forme ça va prendre, ces présentations-là ou ces communications-là? Ils ont différentes options et ils n'ont pas d'obligation non plus de publier, bien que plusieurs le font. Et l'importance de la relation de confiance aussi, d'être centrée sur les besoins et de la reconnaissance institutionnelle, bien entendu. Le fait que l'incubateur se soit reconnu et soutenu par le vice-rectorat aux études, c'est en soi une reconnaissance. Et donc, les conditions de réussite de la démarche, c'est du point de vue, disons, des accompagnants, c'est d'avoir une posture d'accompagnement qui est repensée. Ça demande beaucoup d'agilité, de bienveillance et de flexibilité. Ça nous amène à avoir des cartes de référence explicites, là, vous les avez vues, entre autres au niveau méthodologique et conceptuel. Le fait d'avoir une diversité de personnes qui exercent des rôles et qui ont des expertises différentes autour d'un même projet, ça enrichit énormément les projets. Et le soutien institutionnel, donc le fait que ce soit reconnu notamment, mais parfois aussi il y a du financement supplémentaire qui est accordé au projet. Là. Certains, quand ils arrivent dans l'incubateur, ils ont fait une demande de fonds d'innovation pédagogique. Ça leur permet aussi d'avoir certaines ressources additionnelles. Et la question du réseautage, elle est essentielle aussi pour faire en sorte que cette démarche-là fonctionne bien. Enfin, je vais terminer là-dessus. Donc, les 7 clés d'accompagnement, donc l'importance donc, du soutien, offrir un environnement qui est bienveillant en proposant toutes sortes de ressources pédagogiques qui sont adaptées ou pertinentes pour la personne. Ça permet aussi donc, de briser la solitude, on le voit, là, c'est vraiment un aspect positif là, de cette démarche-là. L'autre clé, c'est celle de l'idéation, d'avoir des moments où tout ce qu'on fait, c'est imaginer, puis de nourrir la réflexion. Donc, ultimement, là, pour en arriver à prendre des décisions éclairées, mais on se donne du temps pour réfléchir et imaginer. La confrontation d'idées aussi, qui est très stimulante à la réflexion, qui permet aussi de sortir de la zone de confort beaucoup, et c'est précisément ce que les incubés apprécient.
La régulation. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un espace aussi sécuritaire, qui se veut sécuritaire. Donc, parfois, les gens vivent des difficultés par rapport à leur milieu. Donc, c'est aussi un espace pour parler de ce qu'ils vivent et de leurs besoins. Donc, et ça permet aussi ensemble de orienter ou de réorienter certaines décisions qui sont prises par rapport au projet. La rétroaction aussi qui est offerte à travers cette démarche-là, pas juste de l'équipe d'accompagnement, mais quand ils vont chercher aussi à l'externe, donc les amener à aller vers l'externe pour aller chercher de la rétroaction aussi, ce qui renforce beaucoup leur motivation quand ils voient aussi la réponse positive qu'ils obtiennent là, par rapport à leur innovation. Le fait de favoriser la connexion entre des idées, toujours alignées sur les cibles, donc le fameux cœur, puis entre les personnes aussi. Et finalement, la légitimation, donc le fait de valoriser les idées et les pratiques à travers différentes activités qui sont faites en parallèle du processus d'incubation. Puis ça permet donc d'amener, de les amener à expliciter un dispositif qui est appuyé, donc du moins par les données de la recherche, mais qu'eux-mêmes contribuent à produire aussi certaines données qui sont, pour certaines, tout à fait valables là, sur le plan de la recherche. Donc, voilà, ça complète. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a un chapitre de livre qui est sorti, qui est paru récemment. Je pourrais vous partager avec la présentation là, la liste des références complètes là, qui ont utilisées. Mais donc, vous pourrez en savoir plus sur les retombées. Alors, on en arrive donc aux questions. Est-ce que vous avez des étonnements ou des questions sur les retombées de la démarche, puis des idées sur les conditions qui seraient favorables à une implantation dans votre milieu? Alors, là-dessus, je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup. On a une question déjà de Claire Balini dans le clavardage. Ben, en fait, il y avait une intervention, j'imagine que c'était quand on parlait des défis là, qu'on pouvait rencontrer là, dans la démarche. On parlait de la résistance des étudiants qui sont habitués au modèle classique d'enseignement. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui avait été soulevé aussi Oui, par mais ceux c'est qui un ont élément clé. expérimenté. Effectivement, dans les conditions, quand on pense, on planifie l'implantation, puis donc on réfléchit aux enjeux, aux obstacles potentiels. La question de la résistance des étudiants, elle est toujours apportée avec les incubés. Puis c'est toujours quelque chose qui les étonne, en fait, là, puis c'est souvent un frein pour eux, là, parce que dans certains cas, il y en a qui se sont lancés, puis ils n'ont pas pris le temps de bien expliquer aux étudiants le pourquoi, la raison d'être. Donc, là, ils réalisent que c'était un élément incontournable. Donc, d'expliquer pourquoi, en fait, ils amènent quelque chose de nouveau. C'est quoi le bénéfice pour les étudiants? Puis oui, les étudiants résistent parce qu'ils ont souvent plusieurs activités, plusieurs cours en parallèle, ils sont confrontés à différentes façons de faire. Donc, ils sont aussi souvent, là, je pense, surtout au niveau du baccalauréat, mais au premier cycle, mais ils sont souvent en mode survie aussi. Donc, on les amène à réfléchir à ça aussi. Qu'est-ce que ça augmente? Qu'est-ce que ça demande à l'étudiant? Dans quel contexte il se trouve l'étudiant en question? Donc, qu'est-ce qui va l'aider, qui va le rassurer? Donc, ce sont tous des éléments qu'on aborde là, avec les incubés pour qu'ils puissent d'emblée aborder cette question-là avec les étudiants, puis essayer de réduire les, euh, les interrogations ou les inquiétudes des étudiants, là. Parfait, excellent, merci. Claire demandait pourquoi le réseautage est important. Ben, en fait, parce que, tu sais, il n'y a pas une personne qui détient tout le savoir, toutes les expériences, donc, c'est le fait de pouvoir créer une communauté à l'intérieur de laquelle avec qui les gens peuvent aller parler, ils peuvent découvrir des ressources que certaines personnes ne connaissaient pas, qui résonnent plus avec leur réalité, soit parce qu'ils sont dans un domaine connexe, soit parce que justement, ils sont dans un domaine totalement autre, et ce qui les amène à découvrir des références parfois ou des pratiques qu'ils n'auraient jamais imaginées. Mais le fait que ça se fasse ailleurs, ça amène aussi, ah tiens, c'est possible de voir que des gens ont fait des choses comme impensables et ça fonctionne. Donc, cette idée-là, l'idée du réseautage, c'est d'amener des gens donc, à voir ce qui se fait ailleurs, les sortir de ce qu'ils connaissent et de leur milieu qui est généralement le milieu direct, là, est généralement pas le meilleur milieu avec lequel innover. C'est généralement un frein assez important. Le fait de pouvoir en sortir, d'aller parler avec d'autres personnes, ça amène des nouvelles idées. On peut ramener ça ultimement dans l'équipe et dire, ben, on a vu des choses, on a rencontré des gens. Puis donc, d'échanger autour de ces expériences-là aussi, c'est extrêmement important, là.
Ben, merci. Merci beaucoup pour votre conférence, votre présentation. Oh, il y a une autre question qui vient d'apparaître. Je pense qu'on va prendre une dernière petite question, puis après ça, on va clore parce qu'il est déjà 12h56. Donc, il y a Besma qui nous dit, ceci m'amène à poser une question sur l'implication de personnes ressources externes. Avez-vous un moyen d'élargir la communauté? Oui. En fait, les communautés de pratique sont plus à l'interne. Ça, c'est des rencontres, puis on les a ramenées en présence de toute façon dans l'incubateur cette année. On est en mode hybride. Ça fonctionne plus ou moins bien en mode hybride. Fait qu'on les a ramenés. C'est des séances plus de co-développement. Sinon, il y a toutes les autres activités. Les tables rondes se font en ligne, donc ça, c'est ouvert. Généralement, c'est diffusé. Toujours des gens de l'externe qui nous demandent de se joindre. Donc, on ne fait pas nécessairement de promotion d'activités, mais effectivement, il y a certaines activités qui peuvent être ouvertes à toutes, à tous. Sinon, pour les projets d'incubation eux-mêmes, c'est assez rare. On n'a pas évité. Il y a eu quelques projets de l'externe qui ont vécu un peu dans l'incubateur. Mais sinon, pas nécessairement des ressources externes. On va plutôt envoyer les incubés vers des personnes, mais le fait de les emmener dans les séances collaboratives, c'est pas toujours possible de toute façon, là. C'est un peu compliqué déjà les calendriers, ce qui fait que c'est plus de cette manière-là. C'est à travers soit en présence, si vous voulez venir dans la communauté de pratique, voir un peu comment ça se passe. Ça a lieu une fois par mois à Longueuil. Puis sinon, les tables rondes, mais il y en a une à deux par session. Donc là, c'est à distance et donc c'est possible aussi de venir entendre et discuter avec des incubés ou d'autres personnes qui ont mené des innovations. Excellent. Ben, merci beaucoup. Juste avant de conclure, je rappelle aux participants et participantes qu'il y a un formulaire d'appréciation qui va être déposé dans le clavardage, puis on va aussi vous l'envoyer par courriel. Donc, c'est toujours agréable de lire vos commentaires. Donc, ça nous aide à améliorer, là, bien entendu, nos séances, puis on pourra transmettre à Madame Bellil les commentaires qui lui seront adressés. Donc, la rencontre a été captée. Alors, la présentation vidéo, la présentation PowerPoint seront disponibles sur le site web de la pédagogie universitaire le plus rapidement possible. Il faut se donner quand même quelques jours. Puis, sachez que les informations aussi sur le concours Lumière sur l'innovation pédagogique se retrouvent sur le site de la pédagogie universitaire. Alors, merci, Madame Bellil. Peut-être Vouliez-vous un ajouter quelque chose? Oui? Oui, dernier point. Bon, je vous avais votre questionnaire, donc je ne vais pas y ajouter, mais s'il y en a qui ont envie de répondre au dernier WooClap, en fait, le point de départ au Oui. final, j'ai quelques questions pour vous. Donc, Maria va le mettre le lien dans le chat. Puis sinon, je voulais quand même prendre le temps, donc si vous me permettez, juste de vous présenter la liste des personnes qui sont. Je voulais vous remercier en fait pour votre participation, mais surtout les incubés, puis les personnes qui les ont accompagnés. Donc, vous avez là la liste des différentes personnes au fil des années qui ont joué un rôle de conseillère à l'innovation ou à la recherche pédagogique, entre autres. Là, Hmm, j'exclus tous les étudiants qui sont passés. Il y en a beaucoup. Alors, c'est simplement un type merci. d'information. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire.